Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui, je suis avec Olivia Moore. On se connaît depuis le Paname, quand on jouait là tous les deux. Et la première fois que je l'ai vue, elle était habillée tout en blanc et j'étais pas sûr si elle était comédienne ou infirmière. Mais dans les deux sens, elle soigne les malheurs. Mais le Paname est vraiment une salle géniale. C'est une espèce d'atelier pour les humoristes. Les gens qui sortent là-bas sont toujours plus forts. C'est un peu comme l'équivalent de jouer dans le groupe de Frank Zappa pour les musiciens. Mais contrairement à Frank Zappa, le Paname n'est pas mort. Au contraire, le Paname va très bien. Et donc, voici le podcast avec la mère indigne, Olivia Moore. J'allais poser des questions si tu l'écoutes dans le métro, mais en fait, tu prends pas le métro. Si, je prends le métro vachement souvent, tu rigoles. Ah oui, non, je pensais que... Parce que tu habites un peu... Ouais, j'habite au bout de la ligne 13 et je t'emmerde. Je pensais que c'était RER plutôt. Non, j'habite ça va alors. Alors ça va. Ça va. Oui, je suis fréquentable. T'es pas un barbare. Non, il n'y a même pas besoin de faire les vaccins pour aller chez moi. D'accord. Non, ça va, on est dispensé. C'est limite, ouais. Parce qu'il y a Ebola aux portes de la banlieue, mais non, là ça va. D'accord, c'est quelle ligne 13. Ouais, quelle branche? C'est au nord ou c'est la branche Gennevilliers. D'accord, ok. C'est l'endroit où pendant les vacances scolaires, il y a des hélicoptères qui tournent au-dessus des quartiers pour éviter que les mecs foutent le feu pendant les vacances. Ah d'accord, c'est sympa. C'est très sympa. C'est un peu comme Los Angeles alors. Un peu, ouais. Exactement. Voilà, c'est mon côté... Ouais, West Coast. Je vais faire une grande carrière, je pense. Et donc, tu t'es fan d'humour depuis quand? Depuis toujours, mais je pense que je m'en étais pas rendu compte. Je pense que ça fait tellement partie de ma vie que je n'avais pas réalisé que c'était aussi important. Comme si tu nageais dans comme l'eau. Boire, manger, voilà, c'est ça, comme boire, manger, et faire pipi, et faire caca, et faire l'amour aussi. Ouais. Et donc, un et jour, l'humour aussi, pareil. Ouais. Elle t'a dit, en fait, c'est un truc, ça existe, en fait. En fait, j'ai pris conscience que c'était un métier, en fait, un jour. Ouais. Mais, ouais. En fait, ta question, c'est de savoir comment je suis passée de mon ancienne vie à ma nouvelle vie ou de... On peut glisser là-dessus. Si tu interprètes ça comme ça, on peut je dire... sais pas. Ouais. Non, mais parce que l'humour, ça a toujours été présent. Voilà, j'ai une famille où il y a beaucoup de dérision. Mm-hmm. Pas forcément autodérision, attention. Ouais. Voilà, bon, en gros, ils se sont beaucoup foutus de ma gueule. Et donc, à un moment, il fallait contrer les vannes. Donc, j'étais obligée de m'y mettre. Il fallait se défendre, en fait. Voilà, un peu, ouais. Et voilà. Pourquoi t'avais des frères? T'avais des frères? Deux frères, oui, mais ils étaient plus jeunes que moi. Non, mes frères, ça allait. Je les ai terrifiés pendant suffisamment longtemps. Donc, d'accord, ok, très bien. Non, c'est mes parents, en fait. Ils sont très vanneurs. Ah oui. Donc, ouais. Contre toi? Ouais. Ah bon? C'était ouf. C'est drôle ça. Voilà. Et je viens d'une famille très équilibrée, comme beaucoup d'humoristes. Et français, chez les Américains, je sais pas, mais chez nous, c'est on vient de familles relativement pathologiques. Je pense que ça c'est universel. Ouais. Je sais pas si tu t'as envie d'écrire des trucs si tu viens d'une famille, tu vois, où t'as été choyé, où c'était bienveillant et tout ça. Ouais. Et voilà. Et puis après, il y a eu l'école. Et moi, à l'école, j'ai fait 1m12 pendant très longtemps, en fait. Mm-hmm. Donc, quand tu fais 1m12 pendant très longtemps, ça, tu sais, t'es toujours en bas à gauche sur les photos de classe. Ouais. Voilà. Et voilà, pareil, tu te fais beaucoup emmerder, quoi. Ouais. Donc, c'est pareil, ça a été obligé de venir. Après 2 ans où j'étais la tête de turc de ma classe, je me suis dit, bon, va peut-être falloir s'y mettre là maintenant. Ouais. Et voilà, c'était les premiers pas dans l'humour. Ouais. Méchant, c'est devenu assez méchante en fait. D'accord, donc drôle méchante, tu étais... Bah en tout cas oui, je faisais comme tout le monde, j'essayais de mettre les rayures de mon côté pour pas m'en manger une quoi. Ouais. Voilà, bon, parallèlement j'ai fait du judo aussi, ça a un peu calmé les ardeurs. Voilà. Ça aide, oui. Voilà. Et voilà, et puis après ça, moi j'ai toujours aimé le théâtre et la scène en général. S'il y avait un endroit où je me sentais bien au monde, c'était la scène en fait. D'accord. Je crois que c'est... Mais quand est-ce que tu as commencé ça? Déjà, tu viens de quelle région? Ah, de Paris. Ah, d'accord. J'ai des origines plutôt méditerranéennes. Mon père est né en Tunisie. Voilà, et mes grands-parents sont dans le sud, tout ça. Ils ont des origines en Italie, en Corse, tout ça. Ouais. Voilà, donc je suis plutôt une méditerranéenne, mais j'ai toujours vécu à Paris. J'ai fait des voyages à l'étranger un peu, tu vois, voilà, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est, tout ça, enfin comme tous les gens qui essayent de voyager sac à dos. Avec ta famille? Avec celui qui est devenu mon mari. Je suis partie en Asie du Sud-Est. Mais là, ça y est, ils commencent à grandir un peu mes enfants, donc on va pouvoir repartir en voyage, donc ça c'est cool. Ouais. Sac à dos et tout ça, ça va être chouette. C'est cool. Ouais. Bon, tu m'as dit que tu commençais la scène. Oui, j'ai toujours fait du théâtre et tout ça. Le judo après la scène. Voilà, tout ça est très cohérent. C'est une combinaison un peu mortelle. Voilà, mortelle. Non, en fait, j'ai toujours fait du théâtre, mais franchement, j'étais honnêtement... il n'y a que très récemment que je me suis dit, tiens, peut-être finalement, je suis capable de faire rire. Et c'est un constat rationnel, c'est uniquement parce que
de plus en plus régulièrement, j'entends des rires quand je dis des trucs sur une scène. Donc je me dis, ah tiens, peut-être, je suis capable de faire rire. Je me sens plus humoriste que comédienne, mais c'est pas parce que je pense que je fais rire les gens que je dis ça, c'est parce que c'est une forme d'esprit. Je trouve que c'est une tournure d'esprit humoriste, en fait. C'est juste une espèce de maladie de second degré. Mais aussi, je pense que c'est une différence de but. C'est-à-dire, un comédien n'a pas forcément pour but de faire rire. Pour lui, c'est vraiment d'incarner quelqu'un d'autre. Humoriste, c'est pas vraiment la même idée. Et donc, c'était en faisant quoi? C'était en faisant des pièces de théâtre? Voilà, des pièces de théâtre. Voilà, je n'ai pas fait énormément de trucs, en fait. Enfin, j'ai fait au lycée, évidemment. J'ai joué dans l'opéra de Catou, s'il te plaît. J'ai chanté de l'opéra. Un truc de fou. Donc, tu chantes, en plus? Non, vaut pas. Non, faut pas. D'accord. Et si je chantais au début dans mon spectacle, à un moment, je me suis dit, faut arrêter là, c'est pas professionnel. Et non, mais je l'ai fait. Et c'est drôle, c'est le premier rôle sur scène que j'ai eu, c'était quand même le rôle d'une pute enceinte. Ah oui. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui aussi, donc je suis quand même contente, il y avait un karma. T'avais quel âge quand t'as joué ça exactement? J'étais jeune, je vais avoir 14-15 ans. Ah d'accord. Voilà, dans l'opéra de Katsu, t'as une pute qui est enceinte. Voilà, c'était moi. D'accord. Ça a cartonné. C'était très moral ce qu'on jouait. Pourtant c'était dans une banlieue très chic et tout, mais je crois que voilà, on s'encanaillait, c'était bien. Et après directement, je suis devenue à 35 ans débutante au Paname. Comme beaucoup de gens. Parce que quand tu as commencé au Paname, c'était là où tu commençais la scène, le One, pour la première fois. Pour la première fois, oui. Ok. Oui, parce que je fais partie de ces gens un peu suicidaires qui commencent pas par écrire un sketch, le tester, le retravailler, le retester, le retravailler, le retester. Moi, j'écris un spectacle d'un coup. Oui, à la française. Ah oui, bah écoute, c'est plus la logique, la tradition française qui faisait voir, parce que ça vient plus de théâtre traditionnellement. Aujourd'hui, ça a pas mal changé depuis une quinzaine d'années avec le mode de stand-up. Mais en France, justement, quand je suis arrivé ici, justement, quand j'ai travaillé un peu avec des gens qui faisaient de One, ils écrivaient 1 heure de spectacle, comme si c'était une pièce. Parce qu'on ne peut pas vraiment tester un bout d'une pièce de théâtre. Et ils montent ça avec 1 heure. Pour nous aux États-Unis, c'est du suicide. Oui. Ah, mais je confirme, c'est du suicide. Enfin, moi, j'ai écrit 1 heure et quart, relativement merdique. Et puis depuis, je travaille. Depuis 3 ans, je travaille mon heure et quart et ça commence à être mieux. Qu'est-ce qui t'a pris, en fait? Quelle bonne question. Non, mais pas forcément d'écrire 1 heure, mais t'avais 3 enfants. T'avais 3 enfants. Déjà. Oui. En fait, j'étais enceinte de la 3e quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé à écrire. D'accord. Quand t'as commencé à écrire. D'accord. Mais tu faisais quoi à l'époque alors? Je faisais du marketing chez L'Oréal. Donc vraiment, un truc pas du tout drôle, quoi. On se prenait très au sérieux et vraiment on sauvait des vies, quoi. Mais est-ce que tu étais drôle à ton bureau? Tu te faisais la personne qui faisait Oui, mais c'était très mal vu. Donc c'est ça qui était compliqué en fait. Cela dit, ça m'a sauvé la peau plusieurs fois, parce que en fait. C'était une boîte où vraiment il y avait une compétition entre les gens horrible, quoi, vraiment. Cela dit, j'ai pas rejoint un milieu moins compétitif avec les humoristes, mais vraiment là c'était violent. Et en fait, les seuls trucs j'étais pas très bonne dans cette compétition-là. Et donc, ce qui est drôle, c'est que les fois où je sauvais ma peau, en fait, chez L'Oréal, c'est quand je faisais les discours de départ de mes stagiaires ou de mes chefs de produits, des gens de mon équipe, tu vois. C'est toujours moi qui écrivais ça et bizarrement, je les écrivais assez facilement alors que, tu vois, j'avais pas tellement d'entraînement. Et en fait, t'avais une facilité de. Et j'avais cette facilité de réciter, de le dire devant des gens aussi. Bah de toute façon, oui, c'est ça. Moi, ou pareil en réunion, voilà. Quand je devais moi mener la réunion, ça se passait très bien. C'était quand j'étais assise autour de la table avec les autres que j'ai le problème, mais parce que j'étais tout le temps là en train de sauter. Hey, écoutez-moi. Voilà. Donc non, ça m'a été utile chez L'Oréal. C'était cool. J'étais très détendue justement, très décontractée. Enfin, j'ai toujours aimé être en scène en fait. Je pensais juste ça le truc. Donc voilà. Et pourquoi, tu sais pourquoi tu n'as pas choisi la scène du début? Parce que j'étais beaucoup trop bien élevée. Parce que ça se faisait pas, parce que je viens de... Enfin voilà, dans ma famille, ça se faisait pas, quoi. Ma grand-mère, elle a renoncé à une carrière de comédienne pour pouvoir épouser mon grand-père, parce que sinon c'était les femmes de mauvaise vie c'était les putes qui étaient comédiennes en fait. Ou les comédiennes étaient des putes. Donc tu pouvais pas être une pute et avoir une vie de famille, tout ça. Et voilà, donc je viens un peu de là, et c'était... Et quand je faisais du théâtre, c'était ma passion, mais mes parents me disaient « Ah oui, mais beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Comme j'ai un côté assez rationnel de dire « Ah bah oui, c'est vrai, on va pas aller s'emmerder de faire un truc impossible. » Voilà. Est-ce que tu les en veux un peu aujourd'hui? Non. Je pense que ça dépendait de moi. Enfin, je veux dire, si j'avais été... si j'aurais dû avoir les couilles de le faire. Je les ai pas eues. C'est juste... voilà. À un moment, il faut avoir les couilles, quoi. Tu peux pas... S'il m'avait poussé, c'est même pas sûr que je l'aurais fait, donc... Voilà.
Après, ce qui est marrant, c'est que là, ils réécrivent l'histoire en disant « Non, mais on a toujours su que t'allais faire. » Bien sûr. Non, mais ils sont fous. Mais gentils, mais fous. Ouais. Voilà. Et donc, c'était quoi le flash? Qu'est-ce qui s'est passé? Le flash, c'est qu'en fait, quand j'étais enceinte de ma dernière fille, en fait, j'ai été arrêtée très vite. Oui. Et donc, j'avais pratiquement 1 an payé. Ouais. À rien faire, enfin à part démouler et faire des travaux chez moi. Ouais. Et du coup, quand je savais déjà un peu comment on faisait les enfants, donc je me suis dit mentalement tu vas t'occuper. Ouais. Voilà, en vrai j'avais aucune envie de retourner chez L'Oréal, j'en pouvais plus, j'étais malheureuse. Le fait de prendre un peu de distance t'a fait remarquer. C'était un arrêt forcé parce que voilà, j'étais vraiment plus en état de travailler, mais ça a été salutaire, c'était la chance de ma vie en fait. Ouais. Parce que en fait, ce qui m'a toujours empêché aussi de démarrer cette carrière-là, évidemment, c'est l'aspect matériel parce que je m'étais toujours dit, on peut pas gagner sa vie avec ça. Et moi, j'ai toujours été autonome financièrement. Je travaille depuis la seconde. Donc, depuis l'âge de 14 ans, tu vois. Moi, je sortais du lycée, j'allais garder des gamins juste après le lycée pendant 3 heures, tout ça. Ah oui. Donc, j'ai toujours gagné ma vie, en fait. Et je suis partie de chez mes parents à 19 ans. Et voilà, donc je me suis toujours assumée. Et du coup, ça me semblait inconcevable de pas pouvoir m'assumer. Et voilà. Donc, la sécurité matérielle me disait... Mais quand tu as commencé au Paname, tu travailles plus à L'Oréal. Pourquoi tu te disais pas... J'étais en congé maternité. Je peux toujours bosser, avoir un boulot à côté. Non, mais j'étais trop malheureuse à côté. C'était horrible. C'était horrible. Enfin, c'est vraiment... Vraiment, j'y allais tous les matins avec la boule au ventre. Les relations avec les gens étaient affreuses. Enfin, enfin, j'étais plus dans ces codes-là. En fait, j'étais complètement décalée. Et à chaque fois que quelqu'un me parlait, j'ai envie de dire baisse d'un ton, on sauve pas des vies, tu vois. Non, mais c'est ça. Il y a un moment. Mais ça, j'ai beaucoup changé de job, en fait. J'ai travaillé pendant 13 ans dans des grosses boîtes, mais je changeais tous les 2 ans parce qu'à chaque fois, au bout de 2 ans, j'ai tout fait, quoi. Et pareil, j'ai toujours cette phrase de dire putain, mais. Un peu de second degré, quoi. On est arrêté, quoi. On fait des crèmes, on fait des shampoings, on donne des conseils à des gens. Faut arrêter, là. Enfin, on peut faire notre boulot sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est pas possible, quoi. C'est clair. Sauf que là-bas, ne pas se prendre au sérieux, c'était uniquement, tu sais, faire des vacheries ou des horreurs à des gens, tu vois, poignarder des gens, et après les regarder avec un grand sourire en disant c'est pas contre toi, hein. C'était ça le second degré dans cette boîte-là, et moi ça je pouvais pas, quoi. C'était vraiment, ça me faisait vomir, vraiment. Voilà. Donc c'est là où, pendant que tu étais enceinte, que tu commençais à écrire. Ouais. Et que j'ai débarqué à l'école du One Man Show avec un ventre énorme. Ouais. Au bout. Et ouais, exactement. Voilà, et ma tête de bourgeoise. Et là, j'ai vu tellement le regard des gens, c'était drôle. Ouais. C'était drôle et bizarre à la fois parce que, tu vois, chez L'Oréal, par exemple, je me sentais hyper décalée. Parce que justement, j'avais un autre regard sur les choses. Ouais. Je me sentais décalée, pas à ma place, voilà. Ouais. Et quand je suis arrivée au bout, quand j'ai vu la tête que les gens faisaient quand ils m'ont vu débarquer, je me suis dit c'est pas très bien parti non plus. Parce que les gens étaient plus jeunes. Déjà ils avaient tous 20 piges. Ouais. Et puis quand ils en avaient plus, c'était vraiment des gens qui étaient dans un trip. Voilà, moi je suis un artiste et tout, quoi. Ouais. Donc moi quand ils m'ont vu débarquer avec mon collier, mes bagouzes, mon gros ventre et ma gueule de bourgeoise, quoi. En gros, ils se sont dit c'est la bourgeoise qui se fait plaisir, quoi. Ouais. Vraiment, c'était tellement ça. Et je l'ai vécu assez longtemps, ce syndrome-là. Jusqu'à ce que les gens se disent putain, elle s'accroche, ouais, en fait ça marche. En fait, oui, ou en tout cas peut-être que maintenant les gens reconnaissent que ça fait 3 ans que je rame et comme les autres, pas tu vois, ça, j'ai pas de passe-droit ou de privilège et je trouve que ça c'est bien aussi quand on démarre dans le one man show d'aller en chier comme tout le monde, quel que soit ton point de départ. Et donc là cette école t'a aidé? Oui, parce que ça m'a donné des pistes de travail. Donc, t'avais déjà ton heure déjà écrit? Non, tu rigoles, absolument pas. Non, pas du tout. J'ai commencé à écrire des trucs pas drôles du tout. Du tout. Mais voilà, j'ai commencé à apprendre en fait un peu les bases du métier, tu vois, genre déjà que c'est bien quand tu fais un texte de resserrer, voilà, qu'il faut couper les trucs inutiles, ce qui m'a le plus aidé en fait c'est plutôt les stages avec Christine Bérou, parce qu'elle a une façon de décoder les choses qui est super, quoi. Voilà. Donc elle faisait déjà des stages à c'est époque. Vraiment, je pense probablement les cours qui m'ont le plus aidé. J'ai un peu travaillé aussi avec comment elle s'appelle, avec elle va me détester de pas me souvenir de son nom, Nathalie Javel. Javel comme le produit. Coupé, on l'a refait. Ok. Donc j'ai travaillé au bout avec Nathalie Javel. Et voilà. Et en fait, on avait un super groupe où vraiment on s'est marré comme des baleines. Que des gens qui débutaient. Et en fait, mais du coup, c'était bien parce qu'il n'y avait pas de pression entre nous et on s'est marré. Et moi, ça m'a aidé à me lâcher. Bien qu'au début, j'étais vraiment très coincée. Donc je suis restée coincée longtemps, mais ça déjà été un premier lâchage qui était bien. Donc, est-ce que tu avais l'impression pour la première fois que tu t'es entourée par des gens qui te ressemblaient? Ouais. Justement, oui. Cette fois-là, oui. Dans ce groupe-là.
C'était pas le cas dans tous les groupes à l'école du bout. Je pense que dans les groupes où il y avait de la compétition, j'étais mal à l'aise, comme toujours. Ouais. Et ça, c'est... Enfin, maintenant, j'ai appris à vivre avec, mais à l'époque, ça me mettait toujours très mal à l'aise. D'accord. Pas mon truc. Je suis pas une compétitrice, moi, clairement. Ouais. Et donc là, ça t'a donné de la confiance, un peu, de monter sur le planche avec une aire ou... Oui et non, mais en fait, c'était une démarche assez pragmatique de me dire, bon, il y a un moment, il faut arrêter de rêver les choses, il faut les faire. Oui. Donc, ça me rassurait de faire le truc. Oui. Même si je savais que, voilà, qu'il y avait un boulot phénoménal et que je sais encore qu'il y a un boulot phénoménal, mais ça fait que 3 ans, enfin, c'est rien. En fait, pour un humoriste, 3 ans. En vrai, tu vois, à l'échelle d'une carrière d'humoriste, c'est que dalle. Pour mûrir sur scène, pour devenir vraiment bon et tout, tu vois. Mais... Voilà. Mais ça m'a rassuré de me dire, bon, bah, je le fais. Déjà. Oui. C'était ça qui était important. Et régulièrement, et c'est structuré, il y a des gens qui me demandent des comptes là-dessus, et qui me demandent où j'en suis, tout ça. Et voilà. Ça t'avait assez de confiance quand même de lancer dans le vide quelque part, parce que tu as lâché complètement ta vie intérieure. Ton mari a dit quelque chose, il était pour, il était contre. Quand tu disais, voilà, on a 3 enfants, j'aimerais quand même maintenant complètement changer de voix, il a réagi comment est-ce que tu lui as... Tu savais toi je savais moi, non, c'était progressif, hein, franchement, parce que quand je suis arrivée au bout, c'était 3-4 mois après avoir été arrêtée chez L'Oréal. Et j'ai dit, bon, bah, tu vois, je vais m'inscrire dans la classe amateur de l'école du One Man Show. Il a levé un sourcil, comme ça. Puis 2 mois plus tard, je dis, ah tiens, je vais passer ils font un petit examen pour voir si on peut aller côté professionnel. Je vais passer, mais c'est juste pour essayer. Il a levé le 2e sourcil, puis après, il s'est marié, il fait, ok, d'accord. Non, mais il me connaît, en fait, hein, il sait que, en gros, quand j'ai décidé un truc, en général, je le fais. Donc, mais il était content pour toi? Il était content pour moi, ouais. Et il sentait que tu étais frustrée? Oui. Oui, mais lui, ça faisait 1 an qu'il me disait, faut que tu quittes cette boîte, c'est plus possible. Donc, il voyait bien que j'étais malheureuse, que ça allait pas et tout ça, et que j'étais stressée et tout ça, parce que quand tu vis avec quelqu'un qui est pas bien dans son boulot, en gros, la personne en question fait quand même la gueule tout le temps. C'est pas très facile à supporter. Donc je crois qu'il me préfère moins aisée financièrement et plus heureuse. Voilà, en sachant que mon revenu n'est pas un revenu d'appoint, en fait. Il faut vraiment que je gagne ma vie, donc c'est un furieux moteur pour moi. Il faut vraiment que je gagne ma vie, voilà, à la hauteur où je la gagnais avant, donc c'est... un peu stressant. C'est clair. Mais je préfère être stressée dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là, plutôt que de faire un boulot que je détestais. Et, voilà. Donc, c'était progressif, en fait. C'était pas un jour que tu as dit... Non, ça n'a pas viré un jour comme ça. Voilà, je me suis dit, je vais avoir l'occasion de faire ce qui me plaît pendant 1 an payé. Donc, je me suis dit, je vais démarrer ça. Donc, je vais écrire un spectacle. Donc, effectivement, j'avais l'impératif d'aller relativement vite, puisque je devais, en principe, rentrer au boulot. Donc, j'ai été relativement vite avec ça. Et puis... C'était un putain de deadline, finalement. Oui, mais de toute façon, il faut une date. Hein. Oui, souvent... si t'as pas une date, tu le fais jamais, je Entre comiques, souvent, on dit... on déteste le deadline, mais quand il est là, ça nous aide vraiment à avancer. Ah bah, il faut. Enfin, voilà, moi, je me suis pas laissé le choix du tout. Enfin, j'avais qu'1 an, donc je me suis dit, bouge-toi le cul, faut le faire, quoi. Possible ou pas possible. Donc, quand tu dis, il fallait du courage, non, il fallait... Enfin, ma phrase, c'est ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait, quoi. Enfin, moi, c'est ça. Toute ma vie est comme ça. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Après, je me pose la question de la réalisation, de l'exécution. Voilà, donc oui, évidemment que du coup, je me suis lancée avec 1 heure au Paname, du coup, 1 an plus tard. Et voilà, mais je savais ce que ça valait, c'est-à-dire rien. Mais c'est juste que je le faisais. Et que je me suis dit, voilà, c'est encore la meilleure chance que je me donne d'avancer que de le faire, et puis de jouer. Comment t'as trouvé le Paname? Alors, vraiment par hasard, par Tom Villa, qui, à l'époque, était copain avec la fiancée ou copine du mec qui me mettait en scène. D'accord. Voilà. Et ils se connaissaient parce qu'ils bossaient tous les 2 à Europe 1. Et en fait, je cherchais quelqu'un pour me faire les sons du spectacle. Parce qu'à l'époque, je savais pas encore découper les sons moi-même sur mon ordinateur. D'ailleurs, je sais plus ou moins, mais enfin, on entend bien quand c'est moi qui les fais ou quand c'est un vrai professionnel. Hein. Voilà. Et donc, je cherchais ça. Et donc, Tom, très gentiment, a bien voulu rendre ce service-là. Et puis, il commençait à jouer au Paname ou je sais pas quoi. Oui, il était là à l'époque. Voilà. Attends, excuse-moi, c'est Anaïs, mais voilà. Et puis c'est lui qui m'a présenté Karim, en fait. D'accord. J'avais mon heure, du coup. Oui. Et voilà, et puis... Tu sentais prête avec cette heure-là? Que je me sentais prête. Oui, non, pour me sentir prête, il aurait fallu que je sache ce que c'était de monter sur scène, de faire des sketchs et de faire vraiment rire les gens. Tu vois, que j'ai une connaissance du métier. Mais je suis venue avec mon inexpérience totale, non? Bah non, je me sens... Enfin...
Je savais juste qu'il fallait que je le fasse si je voulais progresser un jour dans ma vie, en fait. Donc, je ne me suis pas du tout posé la question. Le seul truc, c'est que c'était important pour moi de choisir une salle où les gens payaient pas. Pas pour moi le risque financier, parce qu'à l'époque j'avais encore un peu les moyens, j'avais encore un peu d'économie, mais j'aurais pu me payer une salle. Le point, c'est que ça méritait pas qu'on paye pour. Tu vois, je savais que j'avais besoin de travailler, mais c'est juste que j'avais besoin de travailler devant des gens. L'avantage du Paname, c'est que tu travailles. C'est justement, c'est un des meilleurs ateliers. C'est le meilleur atelier, c'est que tu t'as tellement pas le choix, puis t'as des fous furieux dans ta salle, et puis t'as des gens bizarres. On a les gens qui entrent en plein milieu de spectacle, ils regardent 5 minutes, après ils se barrent. C'est l'horreur. Tandis que tout le monde le voit venir, sortir. C'est exactement ça. C'est déstabilisant. Puis tu croises d'autres humoristes qui sont beaucoup plus forts que toi, donc c'est flippant aussi, parce que tu dis oh là 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 là, pourvu qu'ils descendent pas. Tu vois, non mais c'est vrai, moi ma terreur quand j'étais au Paname, c'était d'avoir d'autres humoristes qui descendaient. Parce que je savais qu'ils trouveraient ça à chier, évidemment. Mais moi j'étais là pour travailler, vraiment. Je me vivais comme dans son petit mec dans son atelier qui fait ses trucs. Un artisan. Voilà, mais je me vis toujours comme ça d'ailleurs. Pour moi, c'est quand je commence à paniquer dans ce métier, je reviens à cette image-là et ça me rassure. Je me dis attends. Tu te calmes maintenant avec ça, même le remplissage, la promo, le machin et tout ça, et pourquoi j'ai pas de producteur, et pour calme. Ton métier, c'est d'être dans cet atelier-là, d'écrire tes trucs. Mais justement, sans cesse meilleur, quoi. Le petit feu derrière qui fait qu'il faut gagner ta vie avec, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui m'empêche, moi, souvent quand je suis dans des moments de panique, justement, où je me dis ça va pas, c'est horrible. C'est là où justement j'ai le côté financier qui est vraiment là, une grande voix qui gueule très fort en disant et moi, même si je me dis oui je suis un artisan, ils vont dire oui ok tu te branles en fait, tu vois. Aussi. Non mais aussi t'es tout seul dans ton atelier, donc mais ce que je voulais dire, c'est que avec tout ça, c'est difficile à trouver ce moment, ce coin zen. Tu arrives à le faire, en fait. Justement, paradoxalement, presque plus quand j'ai beaucoup de contraintes financières, là, genre en ce moment. C'est hyper dur. Et où, en fait, je me dis, tu peux pas être obnubilé par ça, parce que maintenant, tu dois être très efficace, justement, pour gagner ta vie. Donc, ok. C'est noté, donc je dis à mon cerveau, écoute, c'est noté, c'est bon, j'ai compris, ok ? Donc, arrête de me saouler avec ça. Maintenant, je vais me concentrer que sur mon boulot, ok ? Et je vais faire ce que j'ai décidé de faire. Voilà. Et on se calme. Et voilà. Après, je sais pas combien de temps j'arriverai à tenir avec ça. Et puis bon, après, la grosse voix revient, me hurle dans les oreilles. Quand est-ce que tu gagnes ta vie correctement ? Faut payer la cantine des enfants. Et donc, au Paname, ça allait ? Ça allait, oui. Tu étais là curieusement, même 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi, je crois. Oui, enfin, j'y étais bien parce que voilà, j'ai appris déjà. Donc, tu étais juste avant moi. J'étais juste avant toi, mais j'ai bougé, moi, tu sais. Moi aussi, tout le monde bouge. Mobile, moi, si tu joues au Paname, tu bouges. Voilà, tu bouges, tu te mets où on veut bien que tu sois, et voilà. Oui, c'était chouette parce que j'ai démarré au Paname. En plus, j'ai enchaîné direct, j'ai fait le festival d'Avignon. Après 7 représentations au Paname. Ah oui, d'accord. Non, mais n'importe quoi. Mais pareil, c'était dans cette logique de me dire si les gens viennent, c'est le signe que je dois continuer. S'ils viennent pas, t'avais besoin de voir le signe le plus tôt possible. Exactement. Juste pour savoir si tu étais sur la bonne voie. Exactement. Et c'était complètement irrationnel, c'est-à-dire que parce que je savais très bien qu'en termes de niveau, c'était très loin de ce que tu peux exiger même d'un humoriste débutant. Donc vraiment, je partais de très loin et donc je me suis dit si contre toute attente des gens viennent et que ils ont l'air d'apprécier, c'est que je dois continuer, c'est que c'est là ma place. En fait, en gros, c'était ça. Et donc voilà. Et d'ailleurs, au début, et même encore maintenant, je guette les signes pas rationnels, tu vois. Oh, un pigeon, c'est le signe que je dois continuer, tu vois. On est assez superstitieux, je pense, en tant qu'humoriste. Moi, j'étais pareil. Moi, je suis monté sur scène en français, tout le monde me disait, j'étais fou. Et je jouais dans un petit trou de théâtre à l'époque, c'était il y a 4 ans, c'était au Comic Hall. Le Comic Hall qui était Comic Hall, Comic Hall à côté de la Providence, c'était géré par la Providence et c'est dans le 19e et je pensais avoir personne et j'avais quasiment personne, mais j'avais des fois des gens qui sont venus et je me suis dit peut-être il y a un truc. Juste le fait d'avoir 3 personnes que je connaissais pas, j'ai dit tiens. Voilà. Non mais c'est peut-être il y a quelque chose. Après peut-être qu'on voit que les signes qu'on veut voir aussi. Moi c'est vrai que tous les gens qui m'ont dit mais t'es folle, faut pas le faire, je les ai pas écoutés. Mais non enfin c'est je crois de toute façon ça part aussi d'une envie et puis voilà, t'as envie de le faire donc tu le fais et puis après tu verras bien quoi.
Genre... Et donc ça a commencé à marcher là-bas. T'as senti que bizarrement, ouais. À Avignon, c'était bien, c'était bon. Mais à Avignon, c'était incroyable. J'étais dans une salle de 20 personnes. Ouais. Et en fait, plusieurs fois, il y avait 35 personnes dans cette salle. Et tu te dis, mais pourquoi ? Oui. Tu sais, c'était hyper étrange. Enfin, tu vois, bon, ok, j'avais fait... d'accord, alors j'avais fait une chouette affiche et un joli pitch, mais... Oui. Tu vois, si ton truc c'est de la merde, à Avignon, les gens se barrent au milieu. Hein. Oui. Enfin, tu vois, c'est pas... Oui. Ils ont d'autres spectacles voilà, à voir. Ils ont plein d'autres spectacles à voir. Ils te mettent des critiques de merde. Oui. Ils sont horribles, quoi. Oui. Et moi, ils ont été super sympas, quoi. Donc vraiment, j'ai pas pris ça comme un signe de compétence. Oui. J'ai juste pris ça comme un signe de... C'est ok, tu peux continuer à travailler. Oui. Donc voilà. C'est déjà très important. Ce qui était déjà super important. Oui. Donc voilà. Et donc, tu es revenu là-bas et donc tu continues. Et donc j'ai continué au Paname et ça s'est enchaîné. Et comme tu faisais ta pub et tout ça alors beaucoup, je me suis dit, alors comment on fait sa pub quand on n'a pas d'argent pour faire sa pub ? Ouais. Oh, Internet, formidable. Ouais. Voilà, donc beaucoup par Facebook. J'étais beaucoup dans les réseaux d'entrepreneurs parce que moi j'avais toujours rêvé de monter mon entreprise, donc là j'ai considéré que c'était un peu ça quand même. Oui. Donc du coup je me suis mise beaucoup dans les réseaux d'entrepreneurs. Il y avait en particulier un réseau dans lequel je voulais être depuis des années, même quand j'étais salariée, qui étaient les mompreneurs. C'est un truc qui vient des États-Unis. Oui. C'est les mamans qui ont monté leur boîte. D'accord. Voilà, et c'est un réseau d'entrepreneurs très particulier parce qu'en fait il est un peu orienté business, mais peu en fait. Et c'est surtout du partage d'expérience et surtout comment tu gères ta vie privée avec le fait de monter une boîte, ce qui est toujours un peu compliqué. Et en fait, donc tous ces trucs-là, il y a un autre réseau qui s'appelle Maman Travail, pareil. Enfin, et en fait, j'ai commencé à suivre toutes les blogueuses mères de famille, tous ces gens-là, en essayant en fait de rester un peu centrée sur mon sujet, parce que assez vite, ce que je faisais, c'est recentrer là-dessus. C'est-à-dire que j'ai fait le premier Avignon avec des tas de thèmes différents, et puis après Avignon, je me suis rendu compte que vraiment c'était le thème de la famille qui était vraiment le truc dans lequel moi j'étais le plus à l'aise, où j'écrivais le plus facilement, et en fait où les gens accrochaient le plus. Donc je me suis dit, c'est sans doute là que t'es légitime, donc va plutôt vers ça plutôt que vers des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Du coup, est-ce que tu avais l'impression que tu perdais un pourcentage de la population, soit les gens trop jeunes, les gens qui sont pas justement parents, ou les gens franchement, je me suis qui ont oublié. Qui ont oublié. Écoute, je me suis pas du tout posé la question en fait. C'est ça qui est dans ma vision du marketing, parce que parfois c'est des retours que j'ai, on me dit ouais non mais toi t'es super forte en marketing, ça me fait toujours rigoler parce que chez L'Oréal on me disait pas du tout que j'étais super forte en marketing, je trouvais que je disais que des conneries. Ce qui reste vachement important pour moi quand tu fabriques quelque chose, quand tu proposes quelque chose aux gens, c'est d'abord d'être hyper fidèle à ce que tu ressens toi, être très sincère et très juste dans ce que tu fais. Enfin, en tout cas pour moi c'est vachement important, et c'est une forme de sincérité que tu dois aux gens à qui tu vas proposer ce que tu fais, que ce soit un shampoing ou un spectacle comique. Pour moi c'est la même logique, tu dois faire quelque chose en quoi tu crois. Donc moi je croyais dans ça, donc je me suis pas une seconde posé la question de est-ce que c'est une niche, voilà, parce que c'est ce qu'on me sort tout le temps, c'est la conversation autour d'un thé qu'on a eu juste avant. Voilà. Mais il faut savoir que la plupart des gens, quand ils pensent à un spectacle, ils pensent à ça, ils pensent à ta cible. C'est pour qui ce spectacle? Oui, peut-être les professionnels, mais moi c'est pas mon boulot. Après il se trouve que je produis moi-même le spectacle, donc voilà, mais c'est justement mon espace de liberté de décider ce que moi j'ai envie de dire. En fait, je suis vraiment partie de qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est légitime. Après, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement le public. À un moment, j'ai senti que le peu de gens qui étaient venus me voir, ils accrochaient plus là-dessus. Mais je me suis pas dit, il y a des parts de marché à prendre. Je me suis dit, si les gens accrochent plus à ce moment-là du spectacle, c'est peut-être parce que t'es légitime, plus honnête là-dedans. Voilà, que t'es plus sincère, que t'es meilleur là-dedans. Et comme moi j'avais du plaisir à le faire, je me suis dit allons-y. Enfin, tu vois, donc c'est peut-être ça a été un indice que c'était intéressant, mais c'était pas un choix délibéré de ma part de me dire hey, alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui sur le marché du spectacle comique ? Parce qu'il manque rien sur le marché du spectacle comique. Des trucs sur... Rien et tout aussi. Et tout en même temps. Non mais, moi je trouve que ce qui est génial dans ce métier-là, c'est justement ce devoir d'être unique. Ce devoir d'être unique et d'être complètement toi. Et j'aime bien ce truc de devoir bien te recentrer sur toi, sur qui tu es et qu'est-ce que tu as à dire fondamentalement, vraiment. Pourquoi tu viens raconter des trucs, tu vois, pour te distinguer et du coup, en fait,
attirer des gens. Parce que plus t'es singulier, je pense, et plus tu attires des gens. C'est ça, je pense, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est pour ça que c'est difficile. C'est parce qu'il faut se poser plein de questions sur toi-même. Ah, c'est clair. De savoir, justement, de se dire pourquoi je suis différent. Est-ce que... Et il y a des faits concrets, genre toi, t'es mère, moi, je suis américain. Et ça, c'est très premier degré. Mais, après ça, tu peux faire quelques vannes là-dessus, mais il faut avoir une voix qui est derrière, quelque chose qui est original. C'est ça que je trouve vraiment difficile. Ouais, c'est exigeant. C'est juste c'est une exigence qu'on doit avoir en tout cas. Et, surtout en stand-up, évidemment. Parce que là, pour le coup, tu viens vraiment avec toi, ta matière, quoi. Et même si tu construis une identité sur scène, t'as quand même, tu as ta propre matière et faut intéresser les gens avec tes trucs, quoi. Et c'est ça qui est encore plus dur, c'est que quand tu as une mauvaise critique, c'est toi. C'est difficile à le prendre. À vrai dire, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris un pseudonyme, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai un nom de scène. Et c'est pas mon vrai nom. Ah, ça, je savais pas. Oh, t'es sérieux? Arrête, tout le monde me demande. Comment tu t'appelles vraiment? Ah non, je savais pas. Pour moi, Moore, c'est... Wow, tout le monde s'appelle Moore. Oui, mais toi, c'est le Dupont américain, on est bien d'accord. Mais c'est un choix délibéré, effectivement. D'avoir choisi un Dupont américain est un choix délibéré. D'accord. En fait. Mais Olivia, c'est ton... Oui, Olivia, okay. c'est... Mais en fait, j'ai 3 prénoms. D'accord. Mes parents m'ont donné... Non, 4 prénoms. Mes parents m'ont filé 4 prénoms, donc j'ai pris celui que je préférais. D'accord. Donc ça, c'est cool. Mais voilà. Et Moore, en fait, c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon mari. Parce que j'en parlais avec lui, je lui disais... Il était fan de Roger? Oui, déjà, mais surtout, non, en fait, je disais que je voulais créer un nom qui soit un peu comme, qui soit une espèce un peu d'hommage aux sitcoms américaines, parce que j'étais biberonnée au Cosby Show. Tu te souviens de Love and Marriage? Love and Marriage. Oui, ça s'appelle les Married with Children. Voilà, Married with Children. Il y avait Roseanne, il y avait, tous ces trucs-là. Bref, je pense que je les ai tous regardés. C'est ça, et donc voilà, je voulais que ça puisse être le nom d'un des personnages de ces séries-là, en fait, voilà. Je voulais que... Parce que voilà, c'est ça mon inspiration à moi, vraiment, et c'est ça que je veux faire. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, moi j'ai pensé à Roger Moore, mais Mary Tyler Moore, qui était justement... Mais oui, non, mais t'en as plein, t'en as tellement, en fait. Et puis il y avait Michael Moore, dont j'aime bien le côté, évidemment, voilà. Ouais, très bien. Vraiment, je fais chier le monde et je continue, et je lâcherai pas, et voilà, que j'aime beaucoup. Enfin, Julianne Moore, qui est une comédienne incroyable. Enfin, voilà, après des Moore, t'en as des centaines, mais c'est clair. Voilà. Mais d'Olivia Moore, il y en a des centaines aussi. Ah bon? Tu tapes Olivia Moore sur le. C'était en termes de marketing, c'était très mauvais. Sur Internet, tu tapes Olivia Moore, il y en a plein. T'es la seule, je pense. Oui, mais il y a des gens qui commencent à faire des pseudos avec Moore maintenant. Il y a, j'ai vu. Mon Amour, je crois que c'est une agence de communication. Mais bon, là, vraiment, le jeu de mots est bon. Et je sais plus, il y a eu quelqu'un d'autre, j'ai vu qui a fait aussi un truc avec Moore. Si, une nana qui fait du burlesque, tu sais, qui se met à poil en faisant rigoler les gens, et qui s'appelle Sugar d'Amour. Donc voilà, donc j'ai des frangins et des frangines maintenant. D'accord. J'ai des gens de la famille et tout. C'est cool. C'est bien. C'est la famille de la scène. En fait. Sans doute. Voilà. Pourquoi on parlait de ça, c'est... donc... Si, parce que quand on critique ton spectacle, c'est toi. C'est toi, oui. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris un pseudonyme, parce que je trouvais que c'était important qu'on parle de mon travail et pas de mon identité. Même si ce que je fais quand je fais Olivia Moore sur scène, évidemment que c'est une grosse partie de moi, en fait, que ça vient de... c'est une exagération peut-être une façade de toi. C'est une de mes faces de laquelle je suis très consciente. En fait, c'est moi quand je suis en stress, Olivia Moore, en fait. Ouais, d'accord. La Olivia Moore de la scène, c'est moi quand je suis très stressée. Et c'est vrai que je suis drôle quand je suis stressée, en fait. Malgré moi, hein. Mais voilà. Je m'en ai vu ce matin, mon fils avait oublié son sac de piscine, je me suis quand même mise à sauter toute sur place dans la rue, tu sais, comme dans les dessins animés, je fais comme ça. Mes enfants m'ont regardé, ils étaient morts de rire, tu vois. Mais ça, voilà. Ils ont quel âge? Ah, ils ont quel âge? Ça, c'est une bonne question. Attends, ça change tout le temps. Du coup, ils ont 8, 6 et bientôt 4. D'accord. Je les ai fait en rafale. Voilà, mais c'est pratique, voilà, j'ai eu l'impression de passer 5 ans enceinte et après voilà. Et après c'est fait. Oui, c'est bon, on va arrêter là. On est bien là, c'est bien. Et donc après le Paname, tu sentais assez prête pour payer ta salle? Exactement. En fait, c'est surtout au moment où j'en suis arrivée,
à ce que le spectacle puisse être qu'on puisse un peu payer pour ça. Il y a eu un vrai changement quand même, c'est quand on a commencé à travailler ensemble avec Marine Baousson, parce qu'en fait ça faisait 1 an que je la tannais pour qu'elle fasse ma mise en scène, hein. Ouais. Voilà, mais 1 an avant ça l'intéressait pas, et puis au Festival d'Avignon en 2012 on était un peu chacune de notre côté, enfin on s'est retrouvées chacune à faire ce Festival d'Avignon toute seule et c'était dur. Oui. Et voilà, moi j'ai fait toutes ces régies, du coup elle m'a dit je vais venir voir ton spectacle puis je te filerai des conseils. Puis en fait elle me débriefait tous les soirs, à 1h du mat, elle débriefait mon spectacle et moi je faisais ce qu'elle m'avait dit le lendemain sur scène et ça m'a fait vachement avancer et elle s'est dit putain elle bosse vite en fait. Et du coup c'est comme ça qu'elle a décidé de bien vouloir travailler avec moi, ce qui était cool. Et voilà, et en fait on a commencé à travailler entre septembre et décembre, on a revu tout le spectacle. On a viré un nombre de trucs pas possibles. Aussi dans l'écriture du coup. Dans l'écriture aussi. Et oui parce qu'on a repris complètement la structure en fait. Et puis après on s'est dit alors ça faut enlever, qu'est-ce qu'il faudrait remettre. Et du coup, on a réécrit des trucs ensemble, tu vois, en co-écriture, vraiment. Et c'était cool, quoi. Et tu le vois comme un truc de stand-up ou un truc de one-man show? C'est vraiment... Parce que parce que je t'ai pas vu depuis longtemps, du coup. Oui. Il y avait des sketchs, j'avais l'impression. En fait, c'est vraiment de l'adresse publique avec des micro-situations, donc comme on fait en France, en fait. Hein. C'est-à-dire pas le vrai stand-up avec le micro. Voilà, puis de toute façon, je suis bien mieux habillée qu'un stand-upper de base, faut quand même pas déconner. On a un peu le sens du standing, s'il vous plaît. Mais et non, je dis souvent que c'est du stand-up de bourgeoise, en fait. Moi, j'ai un stand-up de bourgeoise. Non, mais voilà, oui, j'ai envie que ce soit un stand-up. Est-ce que j'y arrive, c'est une autre question. C'est quand même un personnage sur scène, tu vois. Mon but n'est pas d'arriver sur scène exactement comme je suis dans la vie, parce que c'est pas intéressant. Qui je suis dans la vie, et peut-être quelqu'un de sympathique, mais ou pas d'ailleurs. tout de suite, je me kiffe. Hein. Qui je suis dans la vie est quelqu'un de passionnant, mais c'est beaucoup trop exceptionnel pour le montrer sur scène. Non, n'importe quoi. Alors. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a quand même une construction de personnage. Donc c'est un personnage. Après, mais c'est quand même de l'adresse publique et même si ce personnage est un peu fictif, il y a quand même un touche de vérité quand même. Oui, tout à fait. Oui, et puis ce qui est vrai, c'est les sentiments, les émotions, et voilà, et les messages que j'essaye de faire passer si tant est qu'il y a un message, tu vois. Et donc avec Marine. Ça a un peu transformé le spectacle. Ça a complètement transformé le spectacle parce que, moi je le sentais bien, ça faisait 1 an que je savais qu'il fallait un œil extérieur sur ce truc parce que j'avançais plus toute seule, c'était compliqué. Voilà, puis Marine elle a vraiment un sens de la vanne, tu vois. Et voilà, donc ça m'a vachement aidé, voilà, qu'on se pose et puis qu'on travaille sérieusement. Elle y a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tout ça, et on a vachement bossé. Et ce qui fait qu'en l'espace de 2 mois, on a vraiment complètement transformé le spectacle, quoi. Donc, et du coup, à l'issue de ces 2 mois, j'en étais contente et je me suis dit, maintenant, je pense qu'il peut aller dans une salle payante. D'accord. Donc ça t'a aussi donné un peu de confiance finalement. Oui, clairement. De plus être toute seule, ça m'a donné confiance. C'est dur d'être seule, que ce soit sur la partie artistique ou sur la partie production, c'est vachement dur en fait. Oui, c'est clair. Et c'est marrant parce que dans le one-man show, finalement, c'est à la fois une recherche d'être seule et à la fois une souffrance. Enfin, tu vois, tu vois, à la fois t'es content parce que c'est ton essence et en même temps t'en chies, quoi. Tu vois, tu payes ça le prix fort aussi sur tous les plans, que ce soit artistiquement ou matériellement, parce que voilà. Mais c'est dur aussi de se laisser aider. Enfin, moi, les premières séances avec Marine, c'était dur, quoi. Faut accepter, tu confies un peu ton bébé, quoi. Hein, donc c'est ça. Et je pense que c'est une question d'humilité aussi, je pense, quelque part. Avoir quelqu'un qui touche à, comme tu as dit, mon bébé, mais aussi de dire, je peux profiter de l'aide, tu vois. Voilà, c'est aussi parce que, moi, j'ai conscience d'être encore, apprenti, quoi. Voilà, donc avoir de l'aide de quelqu'un qui avait plus d'expérience, que j'admirais aussi sur scène, parce que je trouve que c'est une comédienne incroyable. Ouais, c'est sûr, voilà, du coup c'était vachement important pour moi à ce moment-là de m'associer avec quelqu'un. C'était chouette. Et donc quand tu as commencé à flipper de pouvoir dans cette situation, d'être dans une situation où maintenant tu étais vraiment obligé de remplir une salle, sinon tu perdais l'argent. Écoute, oui. Ça m'a fait flipper, mais j'ai essayé vraiment de pas y penser en fait. En me disant, en fait, ce que je me suis dit, à Paris, tu vas forcément perdre de l'argent, donc il faut surtout que tu essayes de tourner en province et de vendre des prestations pour des événements privés, tout ça en fait. C'est ça que je me suis dit. Et j'ai eu la chance que ça se déclenche en fait, que ce soit des dates en province ou que ce soit des trucs privés. Ça s'est déclenché. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup venu par rapport au thème du spectacle en fait,
qui, coup de bol, a accroché. Et puis j'avais entre-temps, j'ai créé une page sur Facebook qui s'appelle Truc de mère indigne, qui est le prolongement du spectacle, où je mets des vannes de temps en temps, et qui sont vraiment, alors là, pour le coup, vraiment des trucs, c'est les parents qui disent qu'ils pensent réellement de leurs enfants. Donc c'est vraiment très ciblé, là, pour le coup. Et sur Facebook, ça a accroché, du coup, ça a permis d'amorcer un bouche à oreille et de récupérer des gens à droite, à gauche, en province et tout ça. Et du coup, les gens en province se sont mis à me faire confiance en se disant, elle est pas connue, mais elle remplit quand même un peu. C'est cool. Et petit à petit, voilà, et j'ai eu la chance de vivre ça encore cette année. J'espère que ça va continuer parce que. Et tu gères encore cette page Facebook? Je gère encore cette page Facebook, ouais. D'accord, et tu mets des choses avec quelle régularité? Assez régulièrement, mais alors là, depuis justement, Facebook maintenant a décidé de me relancer en me disant, ça fait 16 semaines que les gens qui vous aiment ne vous ont pas entendu, c'est dégueulasse. Donc voilà, donc là récemment, j'ai pas mis grand chose, mais j'en ai mis beaucoup pendant. C'est quoi? C'est des petites idées? C'est des aphorismes, c'est des vannes en fait sur les enfants ou des trucs que j'ai vécu, plus ou moins drôles, mais c'est des tranches de vie. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas forcément les meilleures vannes qui cartonnent le plus. Donc je le prends pas forcément comme un entraînement à la vanne, parce que parfois même t'as des gens qui sont très premier degré sur cette page, donc qui s'attendent à ce que je dis soit la réalité. Donc quand je vais un peu loin, ça marche bien sur Twitter et ça marche pas sur Facebook, et vice versa. Parce que voilà, le truc qui marche très bien sur Facebook, en général tu fais aucun retweet sur Twitter. Et voilà, donc c'est un truc, je pense que c'est une page qui est vraiment communautaire en fait, pour le coup. Ce qui est très bien, parce que donc on m'a très souvent dit, et on me dit encore, non mais ton spectacle c'est niche. Voilà, je revendique de faire de l'humour communautaire. Voilà. Et je vous emmerde. Voilà. Mais est-ce que justement cet équilibre entre ce qui est vrai, t'as eu du mal dans ta famille à trop révéler des choses de personnelles dans ta vie intime? L'avantage, c'est que si tu veux faire les trucs avec les enfants, grosso modo, on passe à peu près tous par les mêmes galères. Et voilà, donc même si tu parles d'un truc qui est à toi, tout le monde l'a vécu, donc ça peut être autre chose. Par rapport au spectacle et par rapport à la page Facebook, en fait, mon mari, ça va. Ah, il t'a jamais dit là tu t'es parfois je lui demande, parfois je le préviens avant. C'est vrai que non, mais oui, évidemment, surtout la vie de couple, si tu veux, voilà, il y a des trucs que t'observes. Après, moi je cogite énormément aussi, enfin je pense qu'on est tous un peu comme ça, c'est-à-dire tu vois un truc qui n'a rien d'anormal, mais à un moment dans ta tête ça déjante et tu dis tiens, qu'est-ce qui se passerait s'il se passait ça, tu vois. Et voilà, et tu tires le fil. Donc parfois parfois ce qu'il fait lui me sert d'inspiration, ou ce que font mes enfants me sert d'inspiration, mais voilà, le fil est tiré, et voilà, ça reste au stade de l'inspiration. Ça reste de la création. Enfin, mon beau-fils m'a posé la question la dernière fois qu'il a vu le spectacle, parce qu'il est grand lui. Il m'a dit mais c'est quoi la part d'autobiographie? Et je lui dis c'est un spectacle, c'est pas de la télé-réalité. Donc, tu vois, on se détend quoi. C'est pas... Et c'est bien, et c'est sain, et c'est même mieux pour moi, parce que ça m'intéresserait pas de raconter ma vraie vie sur scène. En fait, ma vraie vie est pire que ce que je dis. Tu dis ça à la fin, c'est drôle de dire. Non, mais je vais peut-être la garder si elle te fait rire. Parce que ça fait encore plus imaginer des horreurs. Oui. T'as raison, c'est une bonne vanne. Écoute, je vais la tester ce soir. Tester en vanne de fin de spectacle. Voilà. Rassurez-vous, ça n'est pas la vraie vie. Ma vraie vie est pire. Et beaucoup noire. Et bien pire. Voilà. Écoute, je te dirai si elle fonctionne. Ça me ferait très plaisir. Voilà. Et je te dirai copyright Weston Marks. Validé par Sébastien Marx. Et donc là, t'es au Comédie des Boulevards. Comédie des Boulevards, oui. C'est quel jour? Alors maintenant, c'est lundi et mardi à 21h30. La folle, elle a pris 2 soirs. Voilà, donc j'ai fait mes 2 premiers soirs. C'est pas la seule folle. T'inquiète. Bah oui, en fait tout le monde m'a saoulé avec ça. En fait, tout le monde m'a dit mais puisque ça marche un soir, t'as qu'à prendre 2 soirs. Et voilà. Parce que c'est difficile de remplir le 2 en fait. Je sais pas, mais je me dis déjà un soir c'est difficile, alors 2. Après ça fonctionnait bien, hein. Enfin je vais pas me plaindre vraiment, j'ai toujours eu du bol, ça s'est toujours bien rempli. Là clairement le démarrage de la saison c'est l'horreur, j'ai jamais vu ça. C'est pas la seule. Voilà, donc c'est vraiment c'est très dur. Alors, heureusement on n'en est pas annulé quoi, j'arrive à avoir 20 personnes. Cool. Voilà, mais c'est pas facile. Enfin, vraiment. Là ce soir je sais pas, j'ai 2 résas sur billet réduc, je pense. D'accord. Et demain 6. Hey. Donc on verra. Vraiment, on verra. De toute façon, j'ai pas le choix à Paris. Je peux pas vraiment perdre de l'argent à Paris. Donc Paris, moi j'ai décidé que je continuais à jouer tant que je peux assumer le coût de Paris avec les recettes de Paris. Si je peux pas, au bout d'un moment, je serai obligé d'arrêter parce que. Oui, mais. Je peux pas non plus me tirer une balle dans le pied. J'ai pas les moyens. Quoi. Donc c'est vraiment jouer en province où tu gagnes un peu. C'est en province. Et c'est pas stressant de se vendre
de dire à quelqu'un, moi je suis bien. Pour être franc, je le fais pas en fait. Il y a des génies dans ce métier qui sont capables de faire ça, des gens qui sont humoristes, qui sont capables d'appeler les salles et tout ça. Justement, moi j'ai du mal, c'est pour ça. Moi je le fais pas non plus en fait. Ce que je fais, c'est que quand je joue quelque part, je demande toujours s'ils ont pas des collègues, tu vois, d'autres salles qui éventuellement chercheraient, tout ça. Donc voilà, j'essaie de me faire recommander d'une salle à l'autre. Si ça a marché dans une salle, voilà, t'essaies de te faire recommander. Le maximum de ma capacité de démarchage, c'est Facebook. C'est d'écrire en programmateur sur Facebook. Voilà. J'ai la chance d'avoir des copains humoristes qui me font ma pub. Alors ça, c'est quand même génial. Je rends hommage dans ce podcast à Thierry Marquet, à qui je déclare ma reconnaissance, parce que Thierry Marquet, qui tourne dans absolument la terre entière, vraiment, il tourne beaucoup avec son spectacle. À chaque fois qu'il tourne quelque part, il parle du mien. Et vraiment, c'est ce qui s'appelle un vrai ami. Un espèce de parrain de ton spectacle. Ouais, exactement. C'est un parrain, non, mais c'est un vrai ami, quoi. Enfin, c'est un vrai généreux. Combien il y a d'humoristes qui sont capables de faire ça, de parler des spectacles des autres. Donc voilà, et vraiment, ça me touche profondément, parce que Thierry, je l'ai rencontré à mon premier Avignon, où donc j'avais un spectacle totalement brouillon et tout ça. Il est venu une deuxième fois avec sa famille, avec sa copine, avec ses copains, machin et tout. Enfin, c'est le gars qui m'a encouragée depuis le début. C'est génial. Avec juste une vraie générosité. Enfin, c'est quelqu'un de remarquable, et en plus il est vraiment très drôle sur scène. Donc voilà, c'est quelqu'un de très cool, quoi. Voilà, donc Thierry, merci. Voilà. Non mais voilà, il m'a aidé, il m'a décroché vraiment plein de dates, quoi. C'est cool. Donc voilà, puis petit à petit, le bouche-oreille entre programmateurs se fait. Après, voilà, j'ai aussi fait mon 3e Avignon là cette année. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que là, j'atteins un peu la limite du système, justement, de vendre soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même quelqu'un qui s'occupe de ta diffusion. C'est-à-dire qui saoule les programmateurs pour qu'ils viennent te voir, qui les attrape au lasso, vraiment. Et je pense qu'à un moment, si tu veux vraiment avancer en termes de production quand t'es pas produit, il te faut 2 choses, à mon avis. Il te faut un chargé de diffusion, ou un diffuseur, un tourneur, ce que tu veux, et un attaché de presse. Un truc pour l'amont et un truc pour l'aval, quoi. L'attaché de presse pour faire un peu de notoriété. Et puis la diffusion pour te permettre de gagner un peu ta vie, qui te permet de payer l'attaché de presse, qui te fait connaître, et donc les salles t'achètent plus facilement quand t'es connu, et ainsi de suite. Pour moi, c'est un cercle vertueux, mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que ces deux-là, ils sont pas faciles à décrocher, parce que pour les décrocher, faut des sous, faut un peu de relations. Et avoir un qui marche pour décrocher l'autre aussi. Voilà, exactement. Pour avoir confiance que l'autre va marcher. Exactement. Et donc, t'es intermittente de spectacle? Eh bien, je termine le chômage au régime général là, ce mois-ci, donc je suis en train de demander la révision de mes droits. D'accord. donc tu te payes en cachet? Quand tu peux? Ouais. Bah là, ça va, en théorie, j'ai le nombre suffisant de cachets, parce que comme je joue beaucoup, évidemment, ça aide. Voilà, après, ça fera pas un taux horaire très élevé, donc je peux clairement pas vivre. Je peux pas me permettre de pas bosser un mois et de vivre uniquement sur l'intermittence, en fait. Ça, c'est... Voilà. Même si j'aurais la chance d'être intermittente, en fait, en réalité, je peux pas vraiment compter dessus. Donc si ça vient compléter un peu, c'est cool, mais comme j'en suis pas non plus à faire, tu sais, peu de dates avec des très gros cachets qui font que du coup, t'es le roi du monde. 6 mois. Voilà. Comme j'en suis pas là, je fais beaucoup de dates avec des petits cachets, voilà. Donc je suis comme tout le monde, je galère, mais bon. Et c'est pas dur, moi, en tant que père, déjà, je trouve dur d'avoir un enfant, je peux pas imaginer 3. Bon, ils sont au moins là à l'école, donc ça. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Tu parles du mode de garde là. Oui. Écoute, voilà, l'école, c'est un truc formidable. Je trouve que ça devrait exister pendant les vacances aussi. Je trouve ça super. Écoute, la maison est silencieuse, il y a personne. Enfin, c'est génial, quoi. Puis ils rentrent le soir, ils sont crevés, ils vont se coucher. Donc, tu arrives à bien bosser dans la journée? Dans la journée, par période. Il y a des périodes où j'arrivais pas du tout. Au printemps dernier, je me souviens, c'était hyper dur. Impossible de bosser, c'était horrible. Enfin, pas impossible, mais tu sais, ce moment où tu te fouettes, quoi, où tu te dis, allez. Faut y aller. Tu dis, je suis tellement fatiguée, j'en peux plus. Voilà, puis là, ça va, j'ai retrouvé un peu de pêche cet été, donc ça va. Disons que je pense que plus ça va et plus ça se structure. Voilà, j'arrive à séparer la partie administrative de la partie création. Parce que pareil, en autoprod, ce qui est chiant, c'est que t'es vachement vite envahi par les conneries du genre... penser au contrat, penser à envoyer des affiches, penser à recruter un régisseur, penser à machin, et ça te bouffe. Et en plus, je trouve que dans la logique de procrastination d'écriture, évidemment que c'est la meilleure excuse. Moi, je passe mon temps en faisant la promo, entre guillemets. Voilà. Comme ça t'évite d'écrire des trucs. Justement. Voilà. C'est un peu là que j'en suis. Donc voilà, donc j'essaye de me botter le cul aussi avec ça, et de structurer, de dire, bon, t'as ta to-do list production, mais t'as aussi tes trucs à écrire et écrit. Et là, donc tu bosses encore chaque semaine ton spectacle? Oui, parce que très souvent je pense à des trucs, enfin je rumine beaucoup mon spectacle, parce que je suis un peu folle moi aussi. Donc souvent j'ai des vannes qui reviennent,
tu vois, ou même parfois j'ai un trou de texte, enfin je m'auto-piège, tu sais, je me dis tiens mets-toi à tel endroit de ton spectacle, voici tu peux enchaîner, je m'auto-piège et du coup comme je trouve pas le texte, je me dis tiens et si tu devais trouver un texte, et du coup je trouve de nouvelles vannes là-dessus, donc du coup je les teste au truc suivant. En fait tu mets en danger pour trouver un côté spontané, c'est ça? Ouais, exactement. Parce qu'en fait le moment où j'écris le mieux c'est sur scène, hein. C'est le moment où je trouve des trucs, c'est là où je trouve les formulations, donc parfois même où je viens sur scène, il y a un endroit que je veux revoir, tu vois, retravailler, du coup je me dis j'ai 3-4 mots-clés, et puis je me dis, tu verras bien dans quel ordre les mots sortent. Ouais. Voilà. Est-ce que tu c'est un peu con, mais tu fais comme c'est dans le spectacle, du coup, même si c'est pas bon, même s'il y a... t'as cette pression de trouver la bonne formulation. Disons que je suis surtout très orgueilleuse, donc si tu veux, si ça a rigolé avant, j'ai envie que ça continue à rigoler, j'ai pas envie de créer un trou dans mon spectacle, si tu veux, donc du coup, voilà. Donc tous les passages que je trouve faibles, régulièrement, je me dis, allez hop, tu reviens là-dessus. Puis de temps en temps, je fais des Roumanoff. Tu sais, les Roumanoff, c'est tu enregistres ton spectacle, après tu fais un tableau Excel avec tes vannes, puis tu mets des étoiles sur tes vannes, et tu le fais sur... ça Ah, non, Roumanoff, ouais. C'est un truc de fou. J'avais vu ça dans un reportage, je m'étais dit, oh là là, c'est sans pitié, hein. C'est un truc, alors tu t'enregistres 3-4 fois quand même, tu te fais pas que sur un spectacle, parce que sinon tu te pends. Et donc elle met des étoiles sur ses vannes. Elle met des... Et donc, basé sur basé sur les rires. Le rire. Et donc... et là, elle voit, ça fonctionne pas. Et donc, si il n'y a pas assez d'étoiles, elle le vire. Oui. C'est implacable, comme truc. Mais après, je pense que t'as pas toujours besoin de faire ça dépend de ton niveau, de où t'en es, et c'est quoi ton identité sur scène. Le point, c'est que moi... c'est très mathématique. Voilà, c'est très mathématique. Le point, c'est qu'à un moment, c'est assez structurant dans le boulot. Ce qu'il y a, c'est que, vraiment, moi, je considère que je suis partie de très très loin, enfin, de débutante, vraiment complètement, de personnes lambda de la rue qui décident de passer de spectateur à humoriste. Donc... Voilà, donc le chemin m'a toujours semblé immense et à un moment je dois avoir cette exigence-là, tu vois, d'un peu d'efficacité. Ce qui m'empêche pas de faire le travail, de me dire qui je suis, quelles émotions j'ai envie d'exprimer, et c'est le travail que je fais beaucoup en ce moment, je me lance toujours un petit défi sur scène, enfin chaque soir quand je joue en fait j'ai besoin moi de me lancer un défi qui est pas nécessairement immense, mais tu vois par exemple que tel personnage soit plus sincère. Je sais pas quoi, voilà, quand je fais un gamin, quand je fais mais ça avance comme ça. ça. Si chaque fois il y a ce petit défi, c'est... Donc voilà, à chaque fois je me lance un truc, voilà, enfin je me donne une obligation de boulot à chaque fois, ce qui aussi du coup m'aide à me détacher de le succès que ça peut avoir, est-ce que les gens rient ou pas, surtout à Paris. J'ai plus de pression en province parce que comme c'est mieux payé évidemment, tu dis pas intérêt à me planter, mais il faut livrer voilà, mais à Paris pour moi c'est l'atelier quoi, c'est vraiment tu travailles et voilà, donc j'essaye de travailler à chaque fois. Voilà, ce qui m'empêche pas de kiffer évidemment, parce que quand les gens rigolent, tu travailles et en plus les gens rigolent, t'es content. Surtout si c'est sur une vanne que tu viens d'écrire, c'est tu sens le... c'est chouette, tu dis cool. Donc en fait quand ça rigole sur une nouvelle vanne, je me dis cool, j'ai vu juste, tu vois. Je me dis jamais hey, j'ai trop cartonné. Ça c'est un truc, j'ai l'impression que ça va me porter malheur si je dis ça. Mais tu fais de plateau ou pas? Oui, mais je teste jamais en plateau. Pourquoi? Ou très rarement. Pourquoi? Trop risqué. Je pense que j'ai pas les couilles du tout de tester des trucs en plateau. C'est drôle parce que moi j'ai plus de facilité de tester dans un plateau où j'aurais pas un connard derrière qui va faire une critique sur Vireluc. Tandis que quand c'est mon spectacle, j'ai l'impression que c'est là où il faut mettre les choses le plus sûr. C'est vrai en avant. Écoute, c'est une logique que j'ai toujours eue et qui est aussi que pratique aussi Christine Béroux. Elle, je sais qu'elle est capable de tester en plateau, mais elle disait voilà, tu veux tester un truc, tu le mets entre deux piliers quoi. Tu vois, ce qui fait que même si le truc est un peu mou, les gens l'oublient. Toi, tu sais, mais les gens l'oublient. Et je trouve ça pas mal. Et puis en fait, c'est quand même destiné à être joué dans le spectacle. Donc oui, je me donne ce confort-là en fait, du personnage que les gens ont déjà adopté et tout ça. Après, le travail d'avoir des choses efficaces sur un format court, j'étais obligée de le faire pour les festivals, et puis aussi pour les plateaux, type le Field par exemple, parce qu'arriver au Field et faire un beat, c'est quand même pas très drôle. Ça c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, voilà, et 5 minutes où tu fais vraiment rigoler les gens. Donc là, pour le coup... Voilà, donc c'est après l'ambiance du Field est super bonne, donc ils sont bien chauffés, c'est cool, mais c'est chouette. Voilà. Mais en tout cas, je pense que non, j'ai pas les couilles de tester des nouvelles choses au plateau. Peut-être je le ferai pour le spectacle suivant. Ou peut-être le spectacle suivant, je le ferai comme j'ai fait, écrire en entier et repasser du temps dans une salle, tu vois, en simultané en fait, faire les deux en simultané, l'ancien bien rodé dans une salle payante et le nouveau pas rodé dans une salle gratuite. Parce que t'as déjà une idée pour notre spectacle? Pourquoi tu te pousses à faire un deuxième? Parce qu'en fait j'ai peur que si
si à un moment on me dit bon bah ça y est maintenant il faut absolument faire un deuxième, ou si moi je me dis bon bah ça y est maintenant c'est le moment d'un deuxième et j'ai peur de me retrouver devant une page blanche. Alors du coup j'écris maintenant parce que j'ai des idées maintenant, parce que j'ai pas la pression. Et pourquoi tu mets pas ces nouvelles idées dans ton spectacle? Toutes celles qui ont rapport avec mon spectacle actuel, du coup c'est ce que je fais. En fait avant je les gardais de côté et je me suis dit mais t'es con enfin, t'as un spectacle, tu veux l'améliorer, t'es débile tu vois, donc du coup je les fais rentrer là, les nouvelles vannes, machin. Et puis celles qui sont sur des thèmes un peu périphériques ou d'autres choses que j'ai envie de dire, du coup, voilà, je les mets. J'ai un fichier nouveau spectacle dans lequel il y a tout un bordel, hein, comme nous tous. Ouais, tu sais pas encore la forme que ça va prendre ou le thème encore. Voilà, enfin j'ai des idées, mais si tu veux, ça se trouve, le nouveau spectacle, d'abord, je sais pas quand ce sera. Si c'est dans 6 mois, oui, effectivement, j'ai un thème. Si c'est dans 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans, ben, ça se trouve, j'aurais changé d'idée. C'est plus du tout ça que j'aurais envie de dire. Donc, il y a une tendance aux États-Unis pour les gens qui sont vraiment très forts, de complètement jeter un spectacle et recommencer à zéro. En fait, ça te tente alors, ce genre de choses, de vraiment ne plus utiliser le van que dans ton spectacle actuel. L'actuel, pour moi, il doit mûrir jusqu'à ce que je me dise, bon, ben, jusqu'à ce que soit le public à Olympia. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, oui, jusqu'à ce que soit les gens ne viennent plus, ils disent, bon, tu nous fais chier avec tes histoires. Voilà, ce qui est quand même la plus grosse probabilité. Soit, probabilité, on va dire 0,01% de chance, ça grandit suffisamment, je gagne bien ma vie avec, donc je peux me payer une capta dans une belle salle et voilà, faire un DVD pour garder un souvenir, puisque les DVD se vendent plus, et voilà, et partir sur un autre spectacle. D'accord. Et continuer à évoluer comme ça. Essayer de grandir. De toute façon, moi je considérerais que j'ai réussi dans ce métier si j'arrive à durer. Donc, c'est souvent la seule manière de mesurer le succès dans notre métier. Moi c'est ce que je crois. C'est pour ça que je suis pas... tu vois, quand je vois des... Évidemment que ça fait envie les parcours, tu vois, genre Nawal Madani, tu vois, qui remplit des zéniths, quoi. C'est ouf ce qu'elle fait. Elle est au Trianon, là. Et c'est géant, quoi, de voir une fille qui réussit comme ça. Mais moi, je me sens pas prête, tu vois, à ça. Enfin, je suis pas arrivée au niveau où je me sentirais légitime. Elle a fait assez rapidement, en plus. J'ai l'impression que ça fait quand même longtemps qu'elle travaille, mais en tout cas... voilà, moi je me sens encore, enfin je suis pas au niveau comique où je pense devoir être pour mériter entre guillemets des salles pareilles. Et c'est pas et peu importe l'opinion que les autres ont. Je pense que moi, tant que je ne suis pas moi me dire ok c'est bon, ça passe. Tu vois, enfin c'était con, mais passer du Paname à la Comédie des Boulevards, je me suis dit bon bah ça passe. C'est pas tu vois, le spectacle est encore vachement changé parce que ça va faire 2 ans que je suis à la Comédie des Boulevards en janvier, ça fera 2 ans. Voilà, il a beaucoup changé depuis 2 ans. Mais ça passait, tu vois. Enfin, je me dis, bon, bah, il y a un standard minimum, quoi. Que toi, tu mets. Que moi, je mets. Voilà. Qui est... Donc, toi, tu sens quelque part, ça mérite pas une salle plus grande. Tu te dirais quelque part s'il manque quelque chose. En province, ça remplit des salles plus grandes. C'est plus la notoriété, tout ça. Enfin, j'ai envie de me sentir suffisamment solide et de pouvoir défendre les choses, tu vois, et pas me sentir effondrée si un jour je me paye une critique de merde dans le Canard enchaîné ou dans je sais pas quoi, tu vois. J'ai envie de me sentir armée pour ça et de me dire, ben, ok, peut-être que eux ils pensent ça, mais moi c'est bon. Enfin, mon standard. Donc c'est une question de temps. Où est-ce que tu vas trouver cette armure? Ouais, je pense le temps. Je pense le temps, l'expérience aussi, les rencontres. Mais en fait... Il n'y a pas que moi qui juge non plus, tu vois, mais... Oui, mais est-ce que tu as peur que tu seras jamais? Vraiment, parce qu'on est exigeant naturellement. Et est-ce que des fois, parce que moi des fois j'ai une peur que je juge mon spectacle tellement que je me demande est-ce qu'il y aura un jour où je vais dire ce spectacle est parfait. Tu ne programmes jamais dans une plus grande salle parce que tu te dis non, je suis pas prêt, tu repousses. Après, plus grande salle, c'est aussi, moi c'est une manière c'est une métaphore quelque part. Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà, il y a aussi une question de production et de voilà. Tu veux remplir une 300 places, faut mettre 10 000 € de communication derrière. Hein, sinon même si t'as beaucoup de talent, si t'as pas de relais médiatique, c'est mort. Hein. On est d'accord. Mais je pense que je serai toujours, enfin comme nous tous, hein, dans le jugement de ce que je fais et de me pousser, tu vois, pour me dire allez, ça peut être meilleur, ça peut être mieux et plus chouette. Évidemment que j'espère continuer à m'améliorer, tu vois, avec les années, avec la pratique. Peut-être qu'il y a un moment où je vais être bloquée à un niveau de compétence, tu vois. Mais je devrais apprendre à être un peu humble et à accepter ça, je pense. Et du moment que je garde ma place dans ce métier, ce sera ok en fait. Si j'arrive à durer et à continuer à jouer, ce sera ok. Voilà. C'est ça. Après, voilà, il y a quand même le moteur de se dire, faut continuer à avancer, quoi. Est-ce que tu as envie d'être plus médiatisé, genre être à la radio, à la télé? Est-ce que c'était toujours un but pour toi, être actrice dans un film? Je te pose la question parce que souvent c'est un
un but pour pas mal d'humoristes aussi. Ma vision, mon but, c'est vraiment d'être humoriste jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. N'importe quel média, scène, radio... Je préférerais que ce soit sur scène, vraiment. Ouais. C'est la scène, c'est ma maison. Donc tout ce que je ferai autour sera un moyen de faire plus de scènes. Ouais. Voilà, j'ai aucune envie de laisser tomber ça. C'est le meilleur endroit au monde pour moi. Ouais. Dans ses difficultés et dans ses, Bien sûr. et dans ses peines et dans ses joies, clairement. Mais pour moi, c'est le meilleur endroit au monde. Donc voilà. Après, moi, je suis toujours partante pour faire des tas de trucs. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas trop couru après les chroniques en radio et tout ça. Pareil, je me sentais pas trop capable de les écrire. Maintenant, je commence à écrire des choses pour moi, quoi. Enfin, juste, tu vois, et que je montre à personne. Ça n'a pas besoin de forcément être à la radio. Ça peut être, si tu as une page sur Facebook qui marche bien, ça peut être... Oui, c'est ça, ça pourrait être ça aussi. Un podcast, si tu veux. Voilà, pour le moment, ça s'est pas encore déclenché. Je préférerais, idéalement, si j'avais l'occasion, vraiment, ce serait plutôt de m'exprimer par le format court. Vraiment, écrire du format court. Et voilà, parce que pour le coup, j'ai plein de thèmes en tête. Et voilà. Après, la difficulté, c'est toujours quand t'es tout seul, t'écris tes trucs, puis après, il faut trouver une équipe, et voilà. Et autant, je suis prête à m'emmerder vraiment beaucoup pour la scène, c'est-à-dire à apprendre à faire une régie, connaître comme tous les noms des putains de boutons et des putains de spots qui ont tous un nom différent en fonction du régisseur que tu rencontres. Voilà. Mais autant, en termes de vidéo, alors là, c'est une catastrophe, quoi. Je me suis essayé, je suis capable de faire du micro-montage quand je dois mettre un truc sur YouTube, mais c'est vraiment micro, et toute la logistique d'un tournage, mais tout ça, c'est pas mon truc, quoi. Ça reste la scène. Après, donc question, est-ce que j'aimerais être plus médiatisée ? Oui, parce que ce serait plus facile pour remplir, mais c'est vrai que j'ai plus envie d'être médiatisée parce qu'on m'invite pour montrer un extrait de sketch et pour parler du spectacle que en faisant une chronique par semaine sur une chaîne de télé. C'est vrai. Parce que ce milieu-là me fait peur, en fait. J'ai peur de pas... C'est un autre genre, c'est vrai. Voilà, et c'est un milieu qui est difficile. Il y a à nouveau des chefs, et moi je déteste avoir des chefs. Donc il y a à nouveau des chefs, et les chefs sont pas toujours très cool. Et moi, si je me retrouve encore avec des gens pas cool, je sens que ça va être compliqué. Pour moi, je vais souffrir en fait, concrètement. Donc là, il va y avoir un peu de télé, mais je pense que tout le monde a été assez sollicité pour ça. Tu sais, il va y avoir le battle show, là, tu sais, sur les normes télé. Voilà, là je trouve que l'idée est marrante. Il n'y a pas vraiment d'enjeu en vrai, tu vois, t'as pas de jury. Et voilà, l'idée c'est de faire un peu les cons, donc voilà, ça je trouve ça chouette. Donc ce genre de truc je le ferai avec plaisir. Mais en demande qu'à en rire, par exemple, je l'ai fait une fois. Ah, tu l'as fait? Oh oui. Je l'ai fait une fois et je peux pas dire que ça s'est mal passé en soi parce que j'ai aimé écrire pour le truc, j'ai aimé être sur le plateau, ça s'est bien passé, au sens où les notes ont pas été catastrophiques, ils m'ont proposé de revenir. Après ils m'ont explosé la gueule dans les commentaires. Alors qu'ils m'avaient tous mis 11-12, quoi. D'accord, très bizarre. Le jury, quoi. Ouais, le jury. Oui, le public a été super, et le jury, vraiment, s'est lâché, mais t'as l'impression que, tu sais, ils avaient des chiens à côté d'eux, ils ont lâché les chiens, vraiment, et c'était... mais je pense qu'ils se trouvent... ils pensent que... Ils se trouvaient légitimes pour dire ce genre de truc, sans doute. Et je pense qu'ils ont l'impression que c'est leur boulot dans la mission de casser les gens. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en fait, et c'est en ça que j'ai du mal avec le monde télévisuel en général. C'est justement ça, c'est que je veux bien jouer le jeu et dire qu'on est des produits. Je veux dire, justement, je connais assez le marketing pour savoir de quoi on parle. Par contre, c'est pas interdit d'être sincère et respectueux et honnête, et tu vois, et là c'était vraiment odieux. J'avais l'impression d'être une boulette de papier dans les pattes d'un chat, tu vois. Et ils en ont rien à foutre de toi et de tes sentiments et de qui tu es. Et je dis pas qu'on doit tous être traités comme des vedettes, mais en fait juste être respecté en tant qu'être humain qui a des émotions. Le respect, c'est ça, c'est juste être capable de concevoir que la personne en face de toi, elle a des émotions qui sont que à elle et qui ont rien à voir avec les tiennes. C'est juste ça le respect. Et ça, je suis désolée, mais moi, j'avais tellement envie de leur taper dessus après. J'étais tellement en colère. Pas du fond des commentaires. Enfin, je m'en tape en fait, tu vois. Mais c'est vraiment, c'est cette attitude, quoi, qui est odieuse. C'est dégueulasse de faire ça. Et je parle pas que de moi. Je trouve ça dégueulasse de traiter les gens comme ça. Dégueulasse sur un plan humain. Mais tu connaissais la mission. Pourquoi tu y es allé quand même? Parce que je me suis dit, si tu vas pas... En fait, ça faisait 1 an que j'hésitais, tout ça. Enfin, même plus, depuis le début, en fait. Et donc 2 ans. Et que je me suis dit, bon, allez, si tu le fais pas, tu vas regretter, parce qu'on sait jamais, ça peut marcher. Mais en fait, là, ils m'ont proposé de revenir, et j'y suis pas retournée. J'ai dit, mais je refuse d'être traitée comme ça. Je refuse ça, je suis un être humain, je suis libre. Alors bon voilà, sans doute dans 10 ans je vous dirais putain c'est le regret de ma vie, j'aurais mieux fait de me pincer le cul, d'y retourner et tout ça, mais je sais pas, tu sais, voilà, en fait j'ai senti que c'était pas ma place. Voilà.
c'était pas ma place. Je me suis sentie tellement mal là-dedans que je me suis dit, je pense que ça c'est le plus important. Voilà, il y a des gens qui se sentent très bien là-dedans. Les jumeaux, là, par exemple, Steven et Christopher, et qui on s'entend super bien, eux, ils ont trouvé leur place, ils ont été très heureux, et c'est cool, tu vois. Donc j'ai pas de jugement pour les gens, pour qui c'est cool, mais moi c'est pas cool, et j'avais juste envie de les puncher dans la face, quoi. Ah, vraiment. Je trouve ça odieux. Donc voilà, bref, tout ça pour répondre très longuement à ta question. La télé, les gens de télé me font très peur, et je suis prête à jouer le jeu de façon épisodique. J'ai été invitée dans des émissions ou pour parler de moi, ou pour parler de sujets. Et c'était chouette, le plateau, je trouve ça vraiment chouette. Je suis pas mal à l'aise sur le plateau, mais par contre, je sais à quoi je m'engage dans un temps circonscrit, et pas... voilà. Non, mais on m'a contacté, par exemple, il y avait une émission, Les Maternelles, qui fait des trucs pour les mamans, les bébés, tout ça. Et il m'avait interrogé justement pour y chercher une chroniqueuse. Donc j'ai passé le casting, mais il cherchait une chroniqueuse un peu plus sérieuse, quoi. Et moi, j'avais pas envie de faire des trucs sérieux. J'ai envie de rigoler. Un peu plus sérieux. Ça m'étonne qu'ils t'ont contacté, en fait. Bah ouais, en fait, moi j'étais contente quand ils m'avaient contacté. Je m'étais dit, hey, peut-être qu'ils veulent perpétuer l'esprit qu'avait donné à un moment Daphné Burki, qui était très déconneuse et qui avait donné un vrai second degré à tout ça, et c'était génial. Et en fait, malheureusement, non. Donc c'était dommage. Mais moi, voilà, je leur ai dit ça. Enfin, ils étaient, tu vois, ils m'avaient dit, ah, c'est bien, mais il faudrait un peu moins de conneries au milieu. Je dis, mais oui, mais moi, c'est ça que je veux faire. Ah bon, d'accord. Et du coup, ils ont pris une chroniqueuse journaliste, quoi. Et c'est tant mieux, c'est ok, mais. Et donc, d'ici 5 ans, ça sera de continuer la scène. Oui. Avec peut-être un deuxième spectacle. Voilà, en espérant faire des scènes suffisamment grandes pour en vivre longtemps. Voilà. C'est très bien. C'est mon but à moi, je fais pas chier, moi. Laissez-moi jouer, juste. Voilà. Continuez de me faire confiance, laissez-moi essayer de remplir cette salle, et voilà. Mais bon, jusqu'à présent, je remercie les étoiles, le ciel, tout ça, parce que déjà 3 ans, c'est. Parce que déjà 3 ans, c'est chouette. Vu de là où je suis partie, je pense que je suis déjà drôlement contente, quoi. Ouais, ça a demandé pas mal de courage, justement, de changer de voix comme ça. C'est jamais facile. Vraiment, non, je trouve pas que ça a demandé du courage. C'était ce qui aurait été courageux, mais peut-être pas très intelligent, c'était de rester dans la voie précédente, tu vois. Ça aurait été de continuer à subir et de pas être et de rester malheureuse, tu vois, d'avoir une passion contrariée. Mais là, c'est pas courageux, je trouve, en fait, de suivre sa passion. C'est juste, à un moment, t'as besoin de cliquer pour dire bon bah écoute, ok, je lâche prise. C'est juste exigeant sur un plan personnel de se dire bon bah je lâche prise sur des trucs qui me font flipper beaucoup quand même. Genre, pas avoir de fric pour nourrir ta famille, c'est un peu flippant, je reconnais. C'est pour ça que c'est courageux. Je pense que même s'il y a une facilité de suivre ses passions, parce que on a une facilité, parce que c'est une passion, je pense que quand même, de dire je peux le faire et je vais assumer. Mais là, je fais confiance aux étoiles, tout ça, en fait. Je me dis, si c'est ma place, il y aura toujours de quoi manger dans mon assiette et un toit sur ma tête. Si définitivement c'est la merde, ça veut dire qu'il faut changer un truc. Mais c'est bien. Voilà. T'as la foi. Une espèce de foi, oui. Et puis j'ai un banquier très sympa avec qui on est copains sur Facebook, qui, même quand j'ai un découvert absolument impossible à recouvrer en moins de 6 mois, fait semblant de croire que je vais le faire quand même. Donc ça, je dois avouer, c'est cool. Très bien. Est-ce que tu as une question pour moi? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait te faire laisser tomber cette vocation, ce métier, cette vie? Est-ce que quelque chose pourrait te faire abandonner ça? Je pense pas, en fait. Je pense c'est possible que je le regarde plus comme manière de gagner ma vie, peut-être. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que si je vois vraiment que ça marche pas... tu n'arrives pas à bouffer. Oui, justement, peut-être ça sera pas ma décision, mais une décision de l'univers qui va montrer que ça marche pas. C'est pas une manière de gagner sa vie. Mais j'ai du mal à complètement arrêter. Donc je pense qu'il y a vraiment pas grand chose qui va faire que j'arrête la scène complètement, sauf que si j'habite dans un endroit où je peux pas le faire, mais je sais pas pourquoi j'irais dans ce cas-là. C'est ça, c'est une condition. Au moins, parce que c'est vraiment, c'est quelque chose que je kiffe. Et donc peut-être si j'arrêterai la scène si j'ai trop de boulot en faisant le cinéma, je sais pas, mais même j'ai du mal à croire que j'arrêterai la scène, parce que pour moi c'est là où on trouve les idées, c'est là où on reste vif et ok. C'est cool. Autre chose? Non. Ok. C'est cool. Et voilà, c'est la fin de notre podcast, Olivia Moore et moi.
Et si vous voulez la voir, elle joue tous les lundis et mardis à 21h30 à la Comédie de Boulevard. Et aussi, elle a une page Facebook très chouette qui s'appelle Truc de mère indigne. Si vous voulez me voir sur scène dans la semaine, vous avez le choix. Parce que mardi, je joue mon one-man show en français au gymnase. Tous les jeudis, je joue dans une pièce en français avec ma chérie qui s'appelle Jeune couple cherche public au théâtre Montmartre-Galabru. Tout le vendredi, j'anime le plateau New York Comedy Night qui est un plateau de stand-up en anglais. Et je joue mon one-man show en anglais tous les dimanches à 18h à la Nouvelle Scène. Je sais tout ça, c'est compliqué, mais moi, je mélange tout. Merci beaucoup. À bientôt.